vous allez nous parler, définir le cap de notre projet CRM. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes très motivés, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup de votre présence surtout. C'est meilleur. Bonjour, merci d'être là. Nous aussi, on est ravis que vous soyez venus pour notre conférence. Cette année, le SRCO a choisi de placer l'émotion au cœur de la relation client. Et nous, on a choisi de voir comment on peut vous aider à mieux capter, mieux écouter vos clients, mieux piloter, animer votre relation client. Et pour ça, on s'appuie sur des outils. Il faut s'appuyer sur des outils. En fait, on vous invite aujourd'hui à voir comment est-ce que vous allez pouvoir définir le cap de votre projet CRM. Donc effectivement, au cours de notre vie professionnelle, principalement autour de problématiques liées à la relation client, Hélène et moi sommes intervenus sur un bon nombre de projets autour notamment CRM, dans des contextes variés, dans des secteurs d'activité variés. C'est aussi un des avantages du CRM, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés. Toutes les entreprises ont des clients et ont besoin de les travailler. Et du coup, on a pris cette métaphore un peu pour illustrer ce qui est pour nous un projet de CRM. C'est un peu comme la trajectoire d'une balle de revolver, c'est-à-dire une fois que le coup est parti, c'est beaucoup plus difficile de réajuster la trajectoire plutôt qu'avant d'appuyer sur la gâchette. Donc dans le cadre de cette conférence, on va essayer effectivement de lister un certain nombre de points, un certain nombre d'astuces à anticiper en amont de votre projet pour faire en sorte que, avant que vous appuyiez sur la gâchette, vous soyez réellement prêt. Donc moi, effectivement, je suis Marc Pasquier, Shift C. Hélène Moret, Pogo Tango. Donc de façon assez légitime, il faut quand même bien le reconnaître, les projets de CRM n'ont pas toujours une super bonne réputation. Le taux d'échec est relativement important. On va avoir l'occasion d'y revenir. Maintenant, si vous êtes là et que vous suivez nos conseils, on espère que ce ne sera pas le cas. Rassurez-vous, les projets de CRM, il y en a plein qui réussissent. Heureusement, parce que je pense que sinon, Hélène et moi, on aurait changé de métier depuis longtemps. Il y a plein de projets qui apportent de la valeur, il y a plein de projets qui ont l'adhésion de leurs utilisateurs. Et donc, effectivement, notre objectif, ça va être si vous repartez avec quelques bonnes idées, quelques actions à anticiper, parce que voilà, c'est le cas aussi quand on intervient auprès de nos clients, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément super bien préparés. Quelques pièges, je dirais, on aura atteint notre objectif par rapport à cette conférence. Alors j'ai envie de vous faire participer pour démarrer, donc, et de vous faire lever la main pour tous ceux qui ont eu à gérer un projet de CRM ou à contribuer activement à un projet de CRM, ou encore ceux qui ont aujourd'hui un projet de CRM donc dans les tuyaux et qu'ils souhaitent mettre en œuvre rapidement. Est-ce que vous voulez bien lever la main? Super, vous êtes au bon endroit. C'est ça, vous êtes au bon endroit. Donc on espère pour vous que vous allez trouver des clés aujourd'hui pour mieux réussir votre projet. Donc j'ai envie de vous partager un chiffre ici. 60% des projets de CRM n'atteignent pas leurs objectifs. Alors soit, en effet, pour 30% d'entre eux, ça va carrément pas au bout, et 30% d'entre eux, il y a un changement de périmètre qui a opéré, on a des retards, ou on a un changement de ressources ou une rallonge de budget à effectuer. Donc ça, c'est toujours embêtant, que l'entreprise soit petite ou grande. Et les raisons sont souvent les mêmes. Donc pour commencer, c'est que souvent le projet n'a pas forcément été très bien cadré au début. Donc quand on parle de cadrage, on parle des enjeux. Quels sont les enjeux de ce projet? D'abord, quels sont les enjeux de l'entreprise et comment ce projet répond à ces enjeux? Et quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre? Quand on parle d'objectifs, on va parler d'indicateurs et de mesures. Donc, il y a toute une notion de pilotage derrière tout ça. Donc ça, c'est vraiment le premier, le socle qui rend solide ou pas solide un projet de CRM.
Un deuxième écueil rencontré, ce dont parlait Marc tout à l'heure, sur le fait que les entreprises ne soient pas forcément bien préparées, notamment sur la notion de processus. Une entreprise qui souhaite mettre en place un CRM, on lui conseille d'avoir quand même bien modélisé ses processus, bien cartographié et bien partagé ces processus dans l'entreprise avant de se lancer dans ce projet de CRM. Un autre sujet, non des moindres, est très 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 présent dans les entreprises qu'on accompagne, c'est le manque de fiabilité des données. Donc on sait qu'une donnée de qualité est gage d'exploitabilité d'une donnée exploitable derrière. Si elle n'est pas fiable, si elle n'est pas de qualité, si elle n'est pas complète, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose, ou en tout cas ça sera assez inefficace. Le faible niveau d'intégration du CRM dans l'ESI, donc ça c'est une question de connexion et de flux continu sans rupture, et si le CRM n'est pas bien intégré, alors on a peu de chances que ça se passe très bien. Et enfin, et non des moindres, le travail peut-être insuffisant d'intégration des collaborateurs au projet, et ça passe au travers de tous les services, en partant de la direction pour engager tout le monde dans ce projet de CRM. Donc voilà des écueils qui limitent le succès d'un projet CRM et sur lesquels on va essayer de travailler aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut réussir un projet CRM. Et dont la plupart peuvent être anticipés. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler donc du CRM. Le CRM, qu'est-ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça n'est pas? Donc, attention, ça ne résout pas tous les problèmes de l'entreprise ou toutes les problématiques de l'entreprise. Marc va nous présenter un panorama des solutions et quelques chiffres clés. On va ensuite vous partager quelques astuces de mise en place du projet CRM. On va aussi évoquer le fait que la data est vraiment un enjeu fort dans la mise en place de ce projet. Puis ensuite, quelques pièges à éviter, quelques astuces et pièges à éviter avant de vous inviter à nous poser quelques questions. On espère qu'elles seront nombreuses. Alors, Marc, c'est quoi un CRM? Donc, le CRM, le mieux, c'est de poser la question aux gens qui l'utilisent. Hein. C'est les différentes fonctions de l'entreprise qui l'utilisent. Donc, on va avoir les ventes, on va avoir le marketing et on va avoir le service client, principalement qui utilise le CRM. Ce que l'on peut voir, c'est que le CRM doit permettre de vendre et de gérer la relation client. C'est assez simple et pour autant très clair. C'est bien ce que ça doit faire. Donc ce qu'on sait, c'est que ça doit permettre deux choses. Ça doit permettre de gérer la connaissance client, ça c'est un premier volet, et ça doit permettre de mieux vendre derrière en mettant en place toute une scénarisation des étapes de la vente au service de vos équipes. Donc, effectivement, lors d'un premier rendez-vous, classiquement, la première question que je pose, c'est quelle définition met mon interlocuteur derrière le terme de CRM? Et notamment, si je prends l'exemple de François, un directeur marketing, lui, quand il va penser au CRM, il va penser à la gestion de ses campagnes, il va penser à ses parcours clients, il va penser à son taux d'ouverture, son taux de clic, il va penser à la façon dont il va travailler ses leads pour ensuite les transmettre aux ventes. Il va penser à la segmentation de ses clients. Il va penser, d'une façon plus générale, tout ce qui est marketing automation. Donc marketing automation, tout ce qui va être l'automatisation des actions de communication vers le client. Si je prends un autre exemple de Noémie, notre directrice commerciale, elle, derrière le terme de CRM, elle va penser à des choses complètement différentes. Elle va penser à son suivi de portefeuille, elle va penser à son pipe d'opportunités, elle va penser à le suivi de ses objectifs, elle va penser à la façon dont elle va proposer son offre à ses prospects, à ses clients. Elle va penser cross-selling, elle va penser upselling, pour utiliser des anglicismes. C'est des concepts qui vont être très différents de ceux de François. Et enfin,
c'est sous le terme de automatisation des forces de vente ou Salesforce Automation qu'on va regrouper les activités qui vont concerner le service commercial, l'activité de notre directrice commerciale, Noémie. Troisième exemple, Justine. Alors Justine, elle est directrice d'un service client. Et comme François, comme Noémie, elle va penser à d'autres choses derrière le terme de CRM. Elle va penser au suivi et au traitement de ses réclamations. Elle va penser au délai moyen de traitement de ses demandes. Elle va penser à la distribution de son flux sur tous ses canaux, téléphone, email, les formulaires web qui vont créer des demandes. Elle va penser aux réseaux sociaux sur lesquels elle peut être interpellée par une cliente. Et les trois auront raison de penser que c'est un outil de CRM, mais par contre, ce sont des fonctionnalités et cela peut être des outils très différents pour répondre aux besoins de François, Noémie ou Justine. Et donc, si on doit catégoriser les différents outils de CRM, on peut les catégoriser en 3 familles. La première famille, les outils de marketing automation qui vont s'adresser au service marketing. Les outils de Salesforce Automation à destination des forces de vente. Et la dernière famille d'outils, les services clients, les outils services clients qui vont permettre le suivi et le traitement des demandes clients. L'autre question à laquelle je suis souvent aussi amené à répondre, et Hélène aussi, c'est est-ce que un outil de CRM, il permet de faire ci ou est-ce qu'il permet de faire ça? C'est une question qui n'est pas forcément évidente. On a essayé au travers de cette diapositive de vous donner quelques pistes sur quel est le cœur fonctionnel d'un outil de CRM et qu'est-ce que seulement certains outils font. Donc pour ça, en fait, vous retrouvez, on va dire, un tunnel de conversion classique, attirer, capter le prospect, démarcher, le convertir en client, le servir, le fidéliser et globalement, de façon transverse, piloter l'ensemble de ces activités. Ok, bon, jusqu'ici, rien de compliqué. Vous avez les différents canaux de communication et les points de contact avec lesquels vous allez interagir avec vos clients. Et puis, de l'autre côté, vous avez votre système d'information qui, évidemment, devra être fortement intégré avec votre solution de CRM. Je reprends, du coup, avec les 3 familles de CRM qu'on a évoquées précédemment. Donc, ce qui est commun à l'ensemble de ces 3 familles, c'est que, évidemment, il va falloir qu'ils gèrent un référentiel de clients, prospects, ils vont gérer les interactions, ils vont gérer des moteurs de workflow, ça, on va dire, tous les outils CRM du marché permettent de faire ça. Donc ça va être vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble des outils CRM. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail ce que font les différentes familles d'outils, vous avez tout ce qui va être force de vente, eux vont se situer sur démarcher, convertir, servir le client. Et donc pour ça, ils vont adresser des fonctionnalités comme la gestion des opportunités. Au sein de ces opportunités, la proposition des différentes offres pour adresser le besoin du client. Et ils vont également, qui dit proposition de l'offre, dit couverture d'un référentiel produit, d'un référentiel tarifaire. Donc ça, voilà, dès lors que vous recherchez un outil de Salesforce Automation, tous les outils vont couvrir ce périmètre-là. Ce qui va être différenciant, par contre, et c'est important de l'identifier en amont de vos projets, c'est ça qui vous permettra d'identifier la pertinence d'une solution par rapport à une autre, ça va être que certains outils vont proposer des fonctionnalités avancées que d'autres ne proposeront pas. Donc je prends un exemple du CPQ. Le CPQ, c'est un anglicisme, c'est Configuration Price Quote. Pour vous donner un exemple, c'est le moteur de configuration quand vous achetez une voiture. Vous prenez telle finition, tel moteur, du coup, vous avez droit à ces jantes-là ou à cette couleur-là. Globalement, c'est la construction des offres complexes. Ça, typiquement, on est sur une fonctionnalité qui n'est proposée que par certains outils de Salesforce Automation. Donc, c'est important de l'identifier en amont de votre projet. La famille de marketing automation, donc elle va se situer davantage sur attirer, capter,
travailler les prospects, les alimenter, capter leurs besoins et le transmettre aux forces de vente pour qu'ensuite ils convertissent le prospect. Donc là, encore une fois, eux, nativement, ils vont envoyer des campagnes, ils vont gérer des événements. Un événement comme celui-ci, par exemple, vous allez pouvoir adresser votre cible, gérer vos invitations. Ok, donc ça, ils le font tous. Maintenant, ce qu'ils ne font pas tous, ça va être de proposer des fonctionnalités de collecte de leads, ça va être de capter, de gérer vos interactions sur les réseaux sociaux, et puis ça va être le programme de fidélité, le earn, le burn de points, gérer des coupons. Ça, c'est pareil, ce n'est pas tous les outils qui font ça. Voilà, bon, je passe également avec le service client. Donc, le service client, comme son nom l'indique, lui va se situer sur servir et fidéliser le client en lui proposant un traitement efficace de ses demandes. Lui, de nouveau, certains outils avancés vont organiser la planification des tournées de vos techniciens. Vous avez un client qui a un problème dans ses locaux, vous planifiez l'intervention d'un technicien. Là, typiquement, on est sur une fonctionnalité que tous les outils de service client ne vont pas proposer. Idem avec la planification des ressources. Vous avez besoin de planifier l'activité de vos techniciens. On va être de nouveau sur des fonctionnalités qui vont être discriminantes entre les différents outils. Voilà, et évidemment, c'est une vision forcément un peu biaisée. Je fais rentrer les choses dans des catégories. C'est loin d'être exhaustif. Mais ça vous donne quelques orientations. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu, nous donner un panorama des solutions qui nous aideraient à choisir derrière? Alors, c'est un exercice très compliqué globalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion du nombre de solutions qui existent. Et d'ailleurs, voilà, ce salon en est une bonne illustration. De façon tout à fait honnête, j'ai régulièrement des clients qui me demandent « Qu'est-ce que tu penses de tel outil ?» Et très régulièrement, je ne connais même pas l'outil. Ce qui est important, par contre, toujours dans la logique de rationaliser votre approche, c'est d'identifier les solutions par catégorie. Vous avez principalement 4 catégories de solutions. Vous avez les solutions transverses qui vont couvrir l'ensemble du scope fonctionnel des solutions CRM avec nos 3 familles, marketing, service client et force de vente. Et vous avez des outils qui vont être dédiés soit au marketing, soit au service client, soit à la force de vente. Et alors, vous avez des outils en plus qui vont couvrir les forces de vente et le service client, ou d'autres, l'articulation entre le service marketing et les forces de vente. Donc, ce qui est important, c'est de définir le cadre de votre projet. Et puis, déjà, ça vous permet d'identifier, pas d'identifier des solutions, mais d'en exclure certaines. C'est d'autant plus difficile de s'y retrouver que certains ERP proposent des modules de CRM, d'autres solutions de CRM proposent des fonctionnalités qui s'apparenteraient plus à ce qu'on attendrait d'un ERP. Et en plus de ça, vous avez des éditeurs qui proposent des verticaux métiers sur la base de solutions d'autres éditeurs. Je vous prends un exemple, Velocity, qui propose sur la base de l'outil Salesforce un vertical métier dédié aux acteurs de l'énergie. Et donc, voilà, c'est une proposition de plus à voir si il est préférable de choisir Salesforce et d'implémenter son projet au regard de son contexte, ou est-ce qu'il est préférable de s'appuyer sur une solution qui aurait été verticalisée par un intégrateur. C'est super, mais on ne sait toujours pas comment choisir. Ouais, okay. Comment est-ce qu'on va faire pour choisir notre solution CRM? Donc, est-ce que tu peux nous aider? Il y a plusieurs principes structurants qui vont vous permettre de filtrer les différentes solutions. C'est-à-dire, concrètement, vous allez faire un beau cahier des charges, vous allez vouloir envoyer ce cahier des charges à des éditeurs, mais concrètement, à qui vous l'envoyez? Un premier point structurant pour identifier les solutions qui peuvent être pertinentes au regard de votre contexte, c'est la philosophie de best of breed ou de all-in-one. Donc best of breed, je pense que tout le monde sait ce que c'est. En gros, je choisis l'outil pour ce qu'il sait le mieux faire. Tant pis s'il ne couvre pas tout mon périmètre, je choisirai d'autres briques complémentaires pour adresser l'ensemble de mon périmètre.
Ça, c'est la première philosophie. Cette philosophie, elle est davantage utilisée, notamment du fait des solutions de type ESB qui vont permettre d'échanger des données de façon temps réel, et aussi parce que toutes les solutions aujourd'hui proposent des API qui permettent d'échanger des données entre elles. Donc ça, c'est première philosophie. Deuxième philosophie, ce sont les solutions. Vous savez que déjà, vous avez un énorme spectre fonctionnel à couvrir. Vous avez une vraie stratégie vis-à-vis de votre CRM, pas que pour le marketing ou pour les forces de vente, mais bien pour toute l'entreprise. Et dans ce cas-là, vous allez choisir une solution pour laquelle l'échange des données sera complètement intégré. C'est-à-dire votre marketing, votre force de vente et votre service client utiliseront le même outil. Et donc, de fait, ils travailleront sur les mêmes clients. Ils renseigneront la vision 360 degrés du client, chacun avec leurs données. Et ce sera de façon native, ce sera construit de cette façon-là dans l'outil. Très clairement, si vous n'envisagez pas votre projet CRM de façon globale, c'est-à-dire en gros, si votre projet CRM il arrive par le marketing et que le donneur d'ordre c'est le marketing, naturellement, vous allez vous orienter vers une stratégie de best of breed. En gros, vous allez choisir l'outil qui correspond le mieux au marketing. Et force est de constater qu'un expert du marketing automation fera sans doute aussi bien qu'un éditeur plus global, et puis surtout, il le fera probablement pour moins cher. Donc ça, c'est si vous ne dressez pas votre ambition au niveau de l'entreprise par rapport au CRM, forcément, vous allez vous orienter vers une approche best of breed. 3 critères quand même pour distinguer un peu les deux. Le premier critère, c'est l'histoire de votre système d'information. Évidemment, si vous avez déjà un outil, si votre service client est déjà équipé d'un outil et que vous êtes interrogé par votre service marketing, dans ce cas-là, effectivement, une approche best of breed semble assez cohérente dès lors que vous ne souhaitez pas remettre en cause l'application pour le service client. Deuxième point important, ça va être la maturité de votre organisation. Les projets qui couvrent l'ensemble de l'entreprise sont plus difficiles à mener, nécessitent plus de maturité au niveau des process de l'entreprise. Et donc, si vous n'avez pas un niveau d'organisation suffisamment mature, ça va être assez complexe de déployer efficacement un projet CRM global. Et enfin, le dernier point sur lequel je serai un peu plus mitigé, c'est la notion de budget. De prime abord, les solutions qui couvrent l'ensemble du périmètre de prime abord sont plus chères. Par contre, plus vous allez multiplier les briques, plus vous allez avoir d'efforts pour faire communiquer ces briques entre elles. Et au final, l'économie qu'il y aura au bout, elle est tout à fait discutable. D'où l'intérêt en amont, même si c'est votre service marketing ou votre direction commerciale qui vous interroge, d'essayer de construire à quoi pourrait vous servir le CRM, d'abord OK pour le marketing, mais également pour le service client, pour la direction commerciale. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, une fois que vous êtes au clair par rapport à ce principe-là, vous avez déjà filtré un certain nombre de solutions. Deuxième point structurant, donc moi je suis toujours étonné aussi on va dire 9 fois sur 10, je suis face à des clients qui sont ouverts aux deux, c'est-à-dire ils sont ouverts à des solutions en cloud ou des solutions on-premise. Le fait est que souvent, historiquement, ils maîtrisent davantage les solutions hébergées, et donc ça leur paraît tout à fait cohérent d'utiliser une solution on-premise. Et en revanche, ils savent que les solutions cloud, c'est quand même l'avenir. Donc souvent la réponse c'est moi j'ai pas d'avis concernant mon besoin sur une solution SaaS ou on-premise. On verra en fonction des dossiers de réponse qu'on recevra. Je passe la partie investissement, évidemment, qui est très différente entre les deux. D'un côté, j'achète des licences et je les amortis sur plusieurs années. Et de l'autre, j'ai une charge opérationnelle. Tous les mois, je paye des abonnements pour mes utilisateurs. Bon, ça, on va dire, c'est pas spécifique au CRM. Donc, voilà, tout le monde voit à quoi ça correspond. En revanche, ce qui est spécifique au CRM et plus particulièrement aux solutions SaaS, ça va être l'aspect mobilité. Vos forces de vente, vous allez vouloir que quand elles fassent un rendez-vous client, elles puissent accéder à la fiche du client, qu'elles puissent immédiatement faire son compte-rendu de visite,
que le manager commercial il puisse suivre quand il est en déplacement ses tableaux de bord, son pipe d'opportunité, etc. Donc le premier point, c'est vraiment la mobilité. Deuxième point, en faveur du cloud. Le deuxième point, c'est si vous avez une organisation très granulaire. Typiquement, vous avez des bureaux, des agences dans toute la France, dans tout le monde. Et bien évidemment, une solution cloud, ça va être beaucoup plus facile à déployer. Et le dernier point, et ça, c'est vrai en général, et c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui a trait à la gestion de la relation client, c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'innovation. Là, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse les services clients avec l'automatisation de tout un tas d'actions qu'il n'était pas envisageable d'automatiser précédemment. Et donc, ces innovations-là, dès lors que vous êtes sur une vraie solution en SaaS, vous allez bénéficier 1, 2, 3 fois par an de montées de version qui vont être quasi automatiques, ça dépend des solutions, et qui vont vous apporter des innovations, qui vont vous apporter des fonctionnalités prêtes à déployer, sans que vous ayez forcément à repasser par la case développement ou même par la case licence. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas une obligation. Et le dernier point, c'est faites attention entre les solutions qui sont vraiment SaaS de celles qui seraient juste hébergées dans le cloud. Et pour faire la distinction, posez la question de la montée de version. Si les montées de version sont quasi transparentes, ce sera plus du vrai SaaS que des solutions hébergées simplement en cloud, comme vous pourriez très bien le faire dans votre infra. Alors, comment on construit son projet? Est-ce que tu peux nous donner des étapes, des astuces? Alors, 7 points. 7 points. Le premier point, c'est vous imaginez pas que votre projet de CRM va résoudre vos problèmes d'organisation. Ça va juste être le reflet de votre organisation. Ça veut dire que si votre organisation elle est silotée, si vos services n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble, déployer un outil, il ne se passera rien de plus. Le commercial qui maîtrise son offre et pas celle du voisin, il ne va pas de fait, parce qu'il a un nouvel outil, avoir le réflexe d'inviter son collègue parce qu'il pressent que son client a peut-être un besoin sur une offre que lui ne s'est pas adressée. Donc ça, c'est évident de dire ça, mais le fait est que la plupart du temps, ce n'est pas anticipé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil de CRM pour commencer à anticiper vos changements d'organisation. Le deuxième point, c'est souvent des processus hétérogènes. Généralement, ça va de pair avec les activités silotées. Au sein d'un service, pour un même process, on le fait de façon différente. Démarrez pas votre projet de CRM si entre services, vous n'êtes déjà pas aligné sur la façon dont vous allez travailler. Et surtout, ne le faites pas une fois que le projet a démarré. Vous allez travailler avec un intégrateur. Il y a de bonnes chances que celui-ci travaille au forfait, donc soit conditionné par un planning, et il va vous solliciter énormément pour que vous lui expliquiez vos process. Et si en parallèle, vous êtes obligé de mener des ateliers pour définir vos process, ça va être très très compliqué pour vous. Donc ça, premier type. Donc le deuxième, c'est de bien identifier pourquoi on veut mettre en place ou renouveler son CRM et de cadrer son projet. Donc cadrer son projet, ça veut dire bien identifier les enjeux de ce projet par rapport aux enjeux de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on cherche à obtenir quand on aura mis en place ce CRM? Qu'est-ce qui sera mieux après? Et on va détailler ça en se fixant des objectifs ou des problématiques à résoudre. Donc, voilà, tu peux avancer. Donc, par exemple, on va distinguer les enjeux et puis les différents types d'objectifs qu'on peut se fixer. En termes d'enjeux, ce qu'on va voir, c'est que, quelques exemples ici, par exemple, c'est mieux gérer la prise de parole par rapport à ses cibles et en fonction de ses cibles, voilà, et ce de manière de plus en plus fine. On a aussi amélioré l'expérience client sans couture, de bout en bout, quel que soit le canal, et pour apporter un service, une offre qui sera juste et cohérente. On a aussi un objectif de productivité interne, d'efficacité interne. Donc, par exemple, la productivité de la force de vente,
c'est un autre enjeu de l'entreprise, ou alors embarquer les clients vers une autonomie et donc la mise en place d'un self-care via un espace client, un espace digital pour les clients, qui sera donc personnalisé. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses par rapport aux enjeux. C'est que, d'une part, tous les enjeux, on ne peut pas choisir d'avoir plusieurs enjeux. Il faut en choisir un, et choisir, c'est renoncer, parce que parfois les enjeux s'opposent. Et on va le voir tout à l'heure avec quelques exemples. Voilà, la deuxième chose, sur les enjeux, c'était pour être sûr de bien garder en tête tout au long du projet l'enjeu principal, et que toute l'équipe partie prenante de ce projet garde bien ces enjeux, l'enjeu choisi en tête. Il faut identifier un sponsor qui va être au comité de direction et qui va d'une part garder le cap, garder la vision, la rappeler sans cesse, et puis permettre si besoin, de réorienter, de recadrer, en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une vision commune, une vision unique pour ce projet. Donc identifier un sponsor pour tout projet CRM. Donc le quatrième point, ça va être d'identifier les objectifs. Et quand on commence à regarder précisément le type d'objectif que l'on peut se fixer dans un projet CRM, on s'aperçoit que parfois ils peuvent s'opposer. Et donc ça, c'est compliqué. Donc on prend l'exemple ici, augmenter notre taux de conversion. Bon, donc ça, classique, dans la vente, on souhaite vendre plus vite, mieux. Et on voit en deuxième objectif possible, collecter plus de leads. Sauf que si on collecte plus de leads, on peut se dire qu'ils vont être moins bien qualifiés et que du coup, le taux de conversion il va être inférieur, il va pas être amélioré. Donc ces 2 objectifs-là s'opposent. Donc on a d'autres exemples. Améliorer ma satisfaction client, par exemple, ou améliorer mon délai moyen de traitement. Si on est dans le domaine du luxe, on va peut-être vouloir jouer sur la marque, sur la qualité du service, et vouloir coûte que coûte avoir une expérience client réussie. Alors que dans le retail, dans l'e-commerce, on va peut-être chercher à avoir de l'efficacité dans la livraison, quitte à ce qu'il y ait des retours, on va chercher la productivité avant tout. Donc ces 2 objectifs-là aussi s'opposent. Donc il faut, dans le projet, arriver à déterminer des objectifs qu'il faut partager, il faut arriver à aligner toutes les directions sur ces objectifs. Et pour être sûr que ces objectifs vont être bien pilotés, vont être bien suivis, il faut déterminer des indicateurs qui seront partagés tout au long du projet et lors d'instances régulières. Et donc c'est la quantification de ces objectifs par les indicateurs qui va faire qu'on va pouvoir réajuster ou faire réajuster par le sponsor soit le périmètre du projet, soit le planning, soit le budget, en tout cas les ressources associées à ce projet. Mais c'est ça aussi qui va permettre même si un projet peut être décalé, il n'est pas forcément pas réussi, il va peut-être parfois, il se peut que le périmètre change, mais parce que le besoin aussi de l'entreprise évolue, et c'est important d'être à l'écoute d'un changement de besoin de l'entreprise. Après, il faut être prudent dans le changement de périmètre du projet, mais en tout cas, c'est important d'être aussi agile dans l'écoute des besoins. Du coup, prenons un exemple concret. Donc, je reprends Noémie, notre directrice commerciale. Donc, elle, en amont du projet, il va falloir qu'elle travaille sur ces processus pour la proposition des offres, la collaboration autour de l'offre, l'envoi à l'édition du devis, etc., la transformation en commande, la gestion de ses tarifs, de ses remises, etc. Concrètement, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que vous allez, en amont du projet, encore une fois, par anticipation, je prends un exemple simple d'un processus. Voilà, on a le client qui a un besoin de prestation. Le commercial lui rédige un devis. Ce devis, il a une complexité, oui, non. En fonction, il doit passer par la case technique.
Le devis est ensuite envoyé au client. Le client a 3 possibilités. Soit il refuse le devis, soit il demande une mise à jour parce qu'il ne lui convient pas, soit il l'accepte. Dans ce cas-là, il y a la signature du devis et la transformation du devis par le back-office dans l'ERP. Une fois que vous avez formalisé ça, donc c'est volontairement un exemple simple, une fois que vous avez formalisé ça, que vous l'avez partagé au sein de l'entreprise et que vous êtes tous d'accord pour dire c'est comme ça qu'on doit envoyer nos offres, qu'est-ce que vous allez en déduire de ça ? Vous allez tout simplement déduire des fonctionnalités que devront adresser votre outil de CRM. Je reprends mon exemple de rédaction du devis. Si je rédige un devis, ça suppose que j'ai besoin de gérer mon référentiel de produits. Est-ce que mon référentiel de produits, il doit gérer des bundles de produits ? Est-ce qu'il doit gérer une cohérence entre tel produit ou tel produit ? Dès lors que je mets ce produit-là, il faut que j'y associe obligatoirement tel service. Est-ce que j'ai, par rapport à mon tarif, à mes remises, est-ce que je souhaite gérer mes remises au niveau de la ligne, au niveau global sur le devis ? Est-ce que j'ai des clients qui ont des grilles tarifaires qui ont déjà été négociées via des contrats cadres ? Toutes ces questions-là, vous devez avoir la réponse avant de démarrer votre projet. Votre intégrateur, il va vous dire quoi ? Il va vous dire, OK, on les gère comment du coup les remises ? À la ligne, au global ? Je sais pas, on n'est pas aligné, je sais pas. Et au-delà de ça, c'est sur la base des fonctionnalités que vous allez identifier, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre les différentes solutions. Certaines fonctionnalités, comme on l'a vu, ne sont pas forcément adressées par tous les outils. Donc voilà, le fait de faire ça, ça vous permet d'identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et je ne sais pas comment faire autrement pour choisir l'outil le plus adapté à votre contexte. Je continue sans rentrer dans le détail. Notre directrice service client, elle va se poser la question des processus liés à la distribution de son flux. Donc effectivement, la priorisation entre les différents canaux de communication. Évidemment, le téléphone, c'est un canal de communication beaucoup plus chaud que l'email, qui va nécessiter une réponse en temps réel. Elle va définir aussi le routage de ses demandes en fonction des compétences de ses agents, etc., etc. Un autre point important, c'est est-ce que mon service client doit gérer un centre de relations externalisé. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Maintenant, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ça peut faire partie de la stratégie de l'entreprise. C'est important de se poser, de l'identifier le point, même si aujourd'hui vous n'avez pas de centre de relations externalisé, le fait de se dire, si ça arrive, est-ce que notre solution permettrait d'adresser ce besoin-là ? On est un peu en retard. On est un petit peu en retard, pardon. On va se dépêcher. C'est 45, hein, c'est ça ? Donc, OK. Donc, pour terminer, là, c'est sur tous les travaux qui sont effectués avant la mise en place du CRM, il y a aussi le travail à faire sur les parcours clients et sur la segmentation qui est à faire par la direction marketing. Donc là, OK, vous avez travaillé vos process, vous savez les fonctionnalités dont vous avez besoin. OK, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Si vous n'avez pas la data comme moteur de votre CRM, vous pouvez imaginer toutes les fonctionnalités les plus innovantes et les plus avancées que vous voulez. De toute façon, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc, on vous invite à considérer votre donnée comme un levier de croissance et de connaissance client pour votre entreprise. Donc, c'est un capital important à soigner et à exploiter. Donc, pour cela, il faut considérer que c'est l'affaire de tous, de tout le monde, de toutes les parties prenantes. Et chacun doit être invité à considérer dans son quotidien la bonne saisie de la donnée et de qualité pour mieux l'exploiter derrière au service de la personne suivante dans le parcours client de toutes les cibles. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Donc par exemple, on va reprendre un exemple par rapport à une donnée de qualité. Là, on voit bien que, on vous prend l'exemple de Sophie Pignon, qui est une personne qui est née le 1er septembre 1977. Elle a un cumul d'achat inférieur à 100 €. Bon, voilà, on considère qu'elle est perdue. Puis en parallèle de ça, on a aussi Sophie Pignon, née le 1er septembre 1977. Et Sophie, elle, en revanche, elle a un cumul d'achat de 400 €. Et donc, elle semble intéressante. Et puis une dernière, Sophie Pignon, qui, elle,
Elle est aussi dans le 11e, et puis elle a un cumul d'achat supérieur à 100 € et assez récent, donc elle est à développer. Et si on arrive à réconcilier toute cette donnée, enfin la rassembler, on se dit finalement Sophie Pignon, c'est une client VIP en fait. On ne pensait pas, mais finalement c'est une cliente très intéressante. Et on peut se dire tiens, le CRM, ça peut peut-être m'aider à réconcilier toute cette donnée. Et en fait... Et non, effectivement, faites pas l'amalgame entre le CRM et votre référentiel client unique. C'est deux problématiques différentes, et plus votre organisation elle va être avancée sur les canaux de communication, sur les outils digitaux, et plus ce sera compliqué que votre CRM soit votre référentiel client unique. Pourquoi du coup pour une raison simple, c'est que quand on pense au référentiel client unique, on se dit ce qui est compliqué, c'est de rapprocher mes différentes identités de Sophie Pignon. Le fait de dire elle a le même email, elle a la même date de naissance, c'est peut-être la même identité client. Ça, c'est la première problématique, effectivement. Mais ce n'est pas la plus complexe. La plus complexe, c'est la propagation de l'identité cliente dans votre système d'information. Et là, clairement, on n'est plus du tout dans le scope d'un outil de CRM. Je vous donne un exemple. Vous avez un site e-commerce. Votre client, il crée un compte il crée 2 comptes sur son site e-commerce, sur votre site e-commerce, et il fait également des achats en magasin. Super, vous allez identifier qu'en réalité, c'est la même personne. Quelle identité vous allez retourner au système d'information ? Le service client, lui, vous allez vouloir que quand François appelle, il est bien reconnu comme une seule identité. Donc, vous allez lui propager l'identité dédoublonnée. En revanche, sur le site e-commerce, le client, il a le droit d'avoir deux comptes différents. Il peut avoir son compte pro, son compte perso, et pour autant, on ne va pas fusionner ces 2 comptes sur son site e-commerce parce qu'on a détecté que c'était la même personne. Donc, le site e-commerce, lui, il aura besoin d'une vision différente de celle du service client, de celle et globalement de tous les SI métiers. Et donc là, on n'est plus du tout sur une problématique de CRM, et ça nécessite bien souvent en amont un référentiel client unique. Donc une fois qu'on a notre client unique, voilà, on consolide bien toutes ces interactions sur sa fiche. Tout le monde collabore autour du même client, donc c'est super. Mais c'est un prérequis. Ça, c'est juste un prérequis à de la personnalisation. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à exploiter votre donnée pour personnaliser votre relation client, parce qu'on sait que si une communication est personnalisée, elle est beaucoup plus efficace que si elle est adressée à tout le monde sans prise en compte du contexte de la personne. On sait d'ailleurs que, tu peux l'afficher, voilà, 66% des clients sont susceptibles de changer de marque s'ils sont traités comme des numéros. Et 69% d'entre eux sont sensibles au fait qu'on ait une marque d'attention personnalisée, et ça les rend plus fidèles. Donc voilà, c'est un facteur de fidélisation que d'être en capacité à utiliser sa data pour mieux personnaliser et contextualiser ses communications. Je crois qu'il nous reste 2-3 minutes, donc j'accélère un petit peu. Et enfin, la data, c'est un accélérateur de performance commerciale, puisque ça va vous permettre de noter, de scorer vos leads, vos prospects. Et ça va être utile d'un point de vue marketing, parce que vous allez être en capacité de lui adresser des contenus et des call to action, des moyens d'interaction qui vont correspondre à leurs besoins, à leurs envies et à leurs états de maturité. Et ça va être utile pour la vente, puisque ça va permettre de prioriser des contacts qui vont être plus chauds et qui vont être des contacts à traiter en priorité par rapport à d'autres par l'équipe commerciale. Donc ça permet la mise en place du scoring, qui permet elle aussi la mise en place de l'automatisation de certaines actions marketing et commerciales par la mise en place de scénarios. Et on en revient au tunnel de vente que propose le CRM, que les fonctionnalités du CRM permettent. Et ça permet, pour finir, de réintégrer dans votre relation l'émotion
qui va faire que les contacts derrière vont plutôt réagir positivement à votre sollicitation. Donc voilà, là c'est la synthèse. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est faire l'audit de vos données clients, à structurer vos données pour faire une meilleure segmentation, à bien comprendre votre SI en le cartographiant et puis surtout à animer, enrichir, faire vivre votre donnée. Pour conclure... Donc, pour conclure, vous avez identifié un sponsor au CODIR, c'est super. Vous avez défini collégialement vos enjeux, vos process, vous êtes tous alignés au sein de l'entreprise. Vous avez défini une équipe projet transverse qui va mener le projet. Vous avez défini votre budget, donc bah là, super, allez-y, lancez-vous, vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts, alors attention, vous êtes prêts à appuyer sur la oublier. gâchette. Il ne faut pas oublier de former les équipes et puis il ne faut pas oublier non plus d'être à l'écoute des signaux d'évolution de votre organisation et de votre projet pour adapter ce qui doit être adapté au fur et à mesure du projet. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci. 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 Du coup, c'est la phase de questions. Peut-être que vous avez des stands Pogo Tango, oui, vous avez un stand? On a un stand 18.1. D'accord. Et Marc, voilà. vous avez un stand ou... Non, il est bienvenu sur le stand. Vous êtes bienvenu aussi au stand de Pogo Tango, j'imagine. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Du coup, on a un petit peu de temps pour des questions ou pas, non? On a un petit peu de temps pour des questions? Oui, vous avez deux questions, si vous voulez. On Profitez-en. ferme les portes, de toute façon, personne ne sort tant qu'il n'y a pas de intéressant. questions qui ont été posées. Allez, on se laisse deux questions. Je surveille le temps. Ok, merci. On était trop rapide. Ça peut être des questions très concrètes qui ne concernent qu'un cas précis. N'hésitez pas. Vous ne sortirez pas, je vous préviens, tant qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées. Non. Alors, si ce n'est pas clair, vous inquiétez pas. Pogo Tango est là pour y répondre, j'imagine, Hélène. Et oui, tout à fait. Et Marc, évidemment. Je suis là et Marc est bienvenu aussi sur le stand pour y répondre. Très bien. Merci beaucoup. On vous y retrouve. À tout de suite. Merci. Merci.